Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode de la Zone Fantastique, j'ai un invité avec moi, Nathan. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Nathan, tu bosses pour le blog du cinéma depuis combien de temps? C'est l'année dernière que t'es arrivé sur le blog? Pendant l'été 2024 que t'es Oui, arrivé, voilà. c'est Ouais. ça. Alors, je t'ai demandé de choisir un film dont on va discuter tout de suite. T'as fait un choix intéressant parce que t'as choisi un film d'animation. On n'a pas beaucoup traité de films d'animation jusqu'ici dans la zone fantastique, à part Le Peuple Loup de Tom Moore, et ça remonte à il y a déjà 3 ans, à la première saison de la zone fantastique. Et cette fois, on va parler de Pompoko, un film réalisé par Isao Takahata et sorti en salle en 1994. Devant la gravité de la situation, tous les membres des clans Tanuki de la région se rassemblèrent en secret dans les ruines du temple des Mille Bonheurs. Une fois dans les profondeurs de la forêt, sur les collines de Tama, le vieux bonze Tsurakame, âgé de 105 ans, fut choisi à l'unanimité pour présider la séance. En raison de la gravité de la situation, nous devons provisoirement renoncer à notre habitude de dormir le jour et nous préparer à prendre des mesures de circonstance de jour comme de nuit. Il fut décidé de lutter sans relâche contre le projet d'urbanisation conçu par les humains. La décision est donc acceptée à l'unanimité. L'assemblée fut dissoute, les Tanuki se dispersèrent pour laisser le soin aux aînés de définir un plan d'action. Alors Nathan, est-ce que tu réussirais à me faire un pitch de Pompoko? Alors, Pompoko, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est une fable écologique. On va suivre la vie et les différentes épreuves que vont subir des tanuki. Donc, des tanuki qui sont des animaux qu'on voit pas beaucoup en Europe, hein, qui sont surtout présents en Asie et qui ressemblent un peu à des ratons laveurs, mais qui ont la particularité au Japon d'être aussi des esprits qui appartiennent au folklore japonais, dotés de certains super pouvoirs. Et donc, on va les voir faire face à l'urbanisation qui est causée par l'homme et la destruction de leur territoire et comment vivre du coup face à cette humanité qui s'étend de plus en plus et qui s'approprie ce que eux appelaient leur maison. Ouais, c'est bien résumé. C'est un film qui est difficile à résumer sur toute sa longueur. C'est un film d'animation déjà assez long, hein. C'est un film Ouais. de 2 heures. Et puis c'est surtout une espèce de longue fresque qui s'étend sur des années, donc avec beaucoup de personnages qui entrent en jeu dans cette bataille. Juste pour préciser, j'ai dit tout à l'heure que le film est sorti en salle en 1994. Il est sorti au Japon en 1994. Nous, en France, on a dû attendre 2005 pour une sortie en salle et une version française. Donc voilà, il s'est écoulé un peu de temps. Je pense que ça vient aussi de l'intérêt de plus en plus croissant à cette époque-là pour les productions du studio Ghibli. C'est une production Ghibli. Isao Takahata a fondé le studio Ghibli avec Hayao Miyazaki en 85, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc c'est tout à fait l'esprit Ghibli, c'est tout à fait le type de récit, la poésie, le fond écologiste aussi de Ghibli. D'ailleurs, le scénario qui est signé Isao Takahata, mais c'est une idée originale de Hayao Miyazaki d'ailleurs, hein. Miyazaki, ouais. Voilà. Mm. Donc c'est les deux complices, voilà, qui donnent leur esprit particulier à ce film. Alors pourquoi t'as voulu qu'on parle de Pompoko? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce film? Je pense que ce qui me plaît dans Pompoko, c'est que c'est pas le premier film qu'on irait voir quand on pense au studio Ghibli, comme tu le dis. On va penser déjà à Hayao Miyazaki, mais on va forcément oublier la figure qui était un peu une figure de grand frère, hein, pour Hayao Miyazaki, qui est Isao Takahata. Et donc c'est intéressant de voir comment ces deux personnes qui représentent, hein, véritablement le phénomène qu'est le studio Ghibli, comment ils ont pu, chacun de leur côté, avoir une vision qui est certes proche. On va retrouver tous les éléments dont tu as parlé, on va retrouver cet amour pour le Japon un peu travailleur, on va retrouver cet amour pour la nature au Japon et tout ce que ça représente. Mais du coup, j'ai aimé ajouter en fait cette corde à l'arc qui est le Ghibli pour un peu comprendre le phénomène, parce que c'est vrai que je suis un grand fan de mon côté, mais aussi parce qu'on y voit quelque chose qu'on y voit rarement dans d'autres films plus récents, à savoir un humour qui va vraiment être plus potache, un humour vraiment plus ancien, en tout cas j'ai envie de dire, dans la culture japonaise, qui va beaucoup s'aider en fait de choses, voilà, si on part directement du film, de choses assez crues, hein, comme les testicules des tanuki, etc., qui même dans le folklore japonais déjà existent, hein, toute cette mythologie autour de la transformation grâce aux testicules. Mais du coup, il y a un peu cet humour qu'on ne voit pas dans d'autres films qui m'a semblé aussi intéressant.
Ouais, c'est vrai que c'est ça qui surprend quand on voit le film, on va y revenir, mais alors d'abord pour expliquer un petit peu le procédé narratif du film, on est du point de vue des Tanuki hein, dans le film. Mhm. Dès le début, c'est assez surprenant, donc on a une voix off qui commence, je crois que ça commence d'abord par une voix off Ouais. féminine, si je dis pas de bêtises, et puis c'est une voix off masculine qui prend le relais, et on comprend progressivement qu'on parle des Tanuki, d'animaux sauvages. Alors c'est très intéressant parce que ils sont représentés d'abord de manière très réaliste, on va dire, Oui. dans le film, dans leur habitat naturel, avec des comportements animaux. Et puis, on va switcher d'une certaine façon vers un anthropomorphisme, en fait. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que la transition n'est pas directe et définitive, j'ai envie de dire, comme ce serait le cas dans un Disney, pour prendre, bien sûr, les repères occidentaux dans le milieu de l'animation. C'est-à-dire que, certes, ces personnages-là parlent, certes, ces personnages vont développer des codes civilisationnels, une organisation en société qui est proche de celle des humains, autour de l'organisation autour du combat, des clans de guerriers, autour de la famille, autour de différentes choses comme ça. Les discussions en assemblée, enfin bref, une société assez évoluée d'une certaine façon. Et en même temps, à intervalles réguliers, ressurgissent leurs pulsions animales, leur fonctionnement animal, Exactement. dans leurs besoins vitaux assez basiques, manger, dormir, être fatigué parce qu'on a trop mangé, Bien être, sûr. voilà, Se euh, reproduire. et se reproduire exactement au printemps, voilà, la saison des amours et toutes ces choses-là, les grognements, voilà. Et je trouve que c'est assez intéressant. Il y a même en réalité une troisième version, on va dire, des Tanuki, une troisième incarnation, avec un dessin encore plus naïf. Tu sais, à Oui. certains moments, le dessin devient même un dessin de cartoon très très naïf, quand les Tanuki sont vraiment dans un comportement très, un petit peu idiot, un petit peu, voilà, un peu déconnant, quoi. Ouais. Donc ça c'est intéressant. En fait, il y a même trois versions, trois façons de dessiner les Tanuki et de les présenter. Et c'est vrai que, comme tu disais, on va avoir quelque chose qui est très intéressant dans cette formule, qui bien évidemment est là pour te permettre de t'identifier aux problématiques de Tanuki et faire se répondre les problématiques humaines avec les problématiques plus largement, pas seulement des Tanuki, mais du règne animal. On a aussi des Mhm. renards. Donc de faire bien évidemment une correspondance directe avec nos problématiques, l'écologie qui doit nous toucher nous également et nous poser des questions nous aussi à nos fonctionnements en société. L'anthropomorphisme autour des Tanuki sert à ça. Du coup, comme on parle d'humains qui sont capables de grandeur et aussi de choses un petit peu plus basses, un petit peu plus vulgaires, un petit peu plus triviales, j'ai envie de dire, ben, on a tout au long du film cette espèce de mélange entre trivialité, grivoiserie presque, et quelque chose de très épique en fait dans le film, quoi. Oui, oui, c'est exactement ça. On le voit surtout dans l'évolution des thèmes, hein, qui est propre un peu et qu'on retrouve dans tous les Ghibli, où on commence sur quelque chose de, comme tu le dis, très enfantin, très potache, et on va vite tourner au fur et à mesure que l'intrigue principale autour de, voilà, toutes ces créatures qui perdent quand même leur habitat naturel, qui est littéralement détruit, et on va même voir pas mal de scènes de tanuki morts, hein, à l'écran. On va Oui. vraiment tomber dans ce côté très sombre, qui est un peu cher, je trouve, à tous les films Ghibli qu'on va retrouver dans Voyage de Chihiro, notamment le plus connu, où on va commencer sur quelque chose qui va vraiment attirer l'œil, plein de couleurs, plein de blagues, et arriver sur le propos du film, qui va arriver vraiment de manière assez abrupte, et qui va perdurer pour le dernier tiers du film, quoi. Oui, c'est vrai. On commence par une fable écologiste qui paraît assez simple et assez abordable pour les enfants, hein. Moi, c'est un film que je pense qu'on peut montrer à des enfants relativement tôt, peut-être pas aux tout petits, Mhm. mais en tout cas à un public qui a 8 9 ans, je Oui, pense, bien peut sûr. déjà complètement appréhender les thématiques Mhm. de Pompoko, les différents niveaux de registre et les différentes thématiques. Je pense qu'un enfant est déjà assez structuré pour pouvoir avoir le film dans toute son ampleur, dans toute sa complexité. Et oui, donc ce qui est intéressant, c'est que ça commence sur une fable écologiste qui va te paraître très naïve en fait, et qui, moi je trouve, bascule carrément. En fait, c'est presque un chant héroïque en fait. C'est le chant, c'est comment on dit, chanter les Mhm. actes héroïques d'une bande de guerriers. On est vraiment sur une forme avec ce narrateur qui raconte en l'an 8 de notre ère, parce que Pompoko en fait c'est l'ère Pompoko qui nous Mhm. décrit dans ce film. C'est une ère, c'est une période comme des anciens écrits. Je pense que les Japonais ont ça dans leur culture, et nous avons ça aussi en fait en Occident. En France, on a dans les romans médiévaux un soi-disant témoin qui est devenu très très vieux, très sage, qui retranscrit ses actes de bravoure et les actes de bravoure de ses compagnons, les actes de bravoure de ses aînés, de ses mentors. Et voilà, c'est cette forme-là qu'a le film avec cette narration, avec cette voix qui nous raconte les différents événements héroïques. On est dans le champ héroïque en fait dans le film que nous on connaît dans le règne humain, quoi, avec ses chevaliers, les samouraïs
samouraï pour les Japonais, voilà. Et donc c'est ça qui est assez fort dans le film, c'est qu'en fait, il y a un moment où tu te poses la question au début du film, en comprenant qu'on va dans cette direction, tu te dis, ah ouais, mais alors l'humour potache, est-ce que ça va pas décrédibiliser complètement le côté épique du film? Bien Tu sûr. te dis, est-ce que les deux tons vont pas se retrouver en concurrence dans le film? Mhm. Si t'adhères pas à l'humour, tu vas pas forcément t'intéresser au récit à long terme, et vice-versa. Si tu es là pour voir quelque chose de léger avec des blagues, les moments héroïques et les moments très sérieux vont te paraître trop pesants. Et finalement, ce que je trouve assez fort dans le film, c'est que il tient quand même les deux facettes de son histoire pour donner quelque chose qui finalement paraît assez cohérent au final. Bien sûr. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et c'est marrant parce que je retrouve un peu ce que je vais trouver être l'argument principal des films Ghibli, en tout cas au jeune Nathan que j'étais il y a plusieurs années, mais c'était vraiment de pouvoir représenter moi une culture qui me fascinait et qui était le Japon. Et c'est vrai que dans cette culture japonaise, je trouve que ce soit dans son cinéma ou même dans son animation, que ce soit dans les mangas, hein, même de manière générale, il va souvent y avoir face à que ce soit des grosses scènes d'action ou même à des grosses scènes dramatiques, un peu cet aspect toujours un peu potage, cet humour vraiment qu'on ne va pas comprendre, cette exacerbation des sentiments un peu à la japonaise ou qui est toujours assez choquant et assez intéressant comme objet d'analyse quand on le compare à voilà à leur aspect très Ouais, très réservé, voilà, très très timide et réservé réservé, ouais. qui partagent. Mais du coup, c'est vrai que ce que tu me dis, je le retrouve là-dessus où ils vont vouloir toujours représenter ces aspects épiques, comme tu les appelles, un peu héroïques, mais en gardant cette dualité un peu d'exacerbation de tous les sentiments qu'on reçoit. Et de la même manière, sur cette représentation du Japon, moi, ce que j'adore, c'est justement tout ce folklore qui vient et ce côté surnaturel et un peu fantastique qu'on n'a pas beaucoup encore effleuré, mais sur tout cet aspect, voilà, représentation de la nature qui est personnifié en cet animal qu'est le tanuki et lui-même qui est doté de pouvoirs surnaturels et qui pourtant, quand on réfléchit, quand on regarde le film, en fait, sa meilleure manière de pouvoir régler le problème qui est l'urbanisation un peu forcée là des humains, ça va être de se transformer en humain et ça va être de comprendre un peu comment eux fonctionnent. Et on le voit même avec la manière dont le film se termine, hein. Enfin, sans spoiler, mais dans l'évolution du film, en fait, on va comprendre que bah, souvent les meilleurs guerriers vont être ceux qui vont pouvoir se transformer le plus longtemps en humain. Donc on va vraiment abandonner toute cette partie nature, tout cet aspect naturel qui leur est propre. Et donc il y a un peu cette mise en abîme un peu de leur identité qui est intéressante à analyser, je trouve. C'est cette dualité qui est assez japonaise en fait, en tout cas de ce que nous on en perçoit Mhm. entre Bien sûr. les gros clichés qu'on dit toujours sur le Japon entre modernité et tradition. Mais là, C'est ça. c'est vraiment les deux versants du Japon qui se confrontent de manière assez violente, hein, puisque on l'a pas dit, mais la ville qui gagne du terrain sur la nature, c'est Tokyo en fait, hein, C'est ça. c'est la capitale elle-même, donc c'est une Mhm. très très grande ville, un décor qu'on voit évoluer comme ça en toile de fond. Il y a un tanuki qui revient après un très long voyage, un très long périple dans le Japon et qui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je reconnais plus rien, je me suis absenté pendant plusieurs années. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit ah tiens, c'est vrai que derrière dans ce magnifique paysage, c'est un dessin qui paraît très handmade quoi, qui paraît fait vraiment Mhm. à la main. On a Ouais, l'impression ouais. d'aquarelle, de choses comme ça, d'aspects crayonnés, hachurés, de différentes textures comme ça. On voit ah oui, c'est vrai qu'entre temps des bâtiments sont apparus autour d'eux et cette nature, c'est vrai que c'est pas simplement une nature, c'est pas simplement un bois, c'est pas simplement juste un habitat naturel d'animal. Il y a autour de ça toute une mythologie qui se déploie avec des temples. Les Tanuki ont leurs temples, il y a des divinités, il y a des personnages qui semblent semi-divins. Il y a un des vieux Tanuki qui est une sixième, septième réincarnation, sixième Mhm. réincarnation, il me semble, d'une déesse. C'est des choses Mhm. qu'on retrouve parfois même parmi les renards, parmi les divinités. C'est dans comment s'appelait ce jeu japonais magnifique avec une réincarnation d'une déesse qui se transforme aussi en renard. C'est un jeu qui a eu énormément de succès sur Nintendo il y a une vingtaine d'années. Okami. Okami. C'est toute cette culture autour des incarnations des divinités. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant qu'on en parle dans la zone fantastique, c'est que ça convoque forcément un imaginaire au-delà simplement de la transformation des tanuki qui se mettent à parler comme des humains et à se tenir debout comme des humains. Il y a aussi dans le film tout un imaginaire qui appartient au fantastique, à la fantaisie, avec une scène absolument géniale, la scène où ils tentent de faire peur aux humains, donc ils ont différentes Ouais. stratégies dans le film, dont Mhm. une où ils se décident on va vraiment employer la manière forte et on va déployer toute une parade d'apparitions spectrales. Alors j'ai noté ça s'appelle des yokai, je crois c'est Yokai. ça, Ouais, des voilà, c'est yokai ça, voilà. des esprits japonais, Voilà, exactement. les esprits japonais qui ont des formes spectrales. Voilà, quand les Japonais ne savent pas expliquer un phénomène parfois qui a lieu au bout de la rue ou au coin du champ dans leur truc, Mhm. ils disent souvent, ah c'était un yokai. Voilà, c'est comme on parle dans d'autres mythologies
de poltergeist, ou comme on va tenter une explication via les ovnis ou via des choses comme ça, voilà, les yokai. Donc ils tentent vraiment de déployer plein de formes d'yokai qui sont toutes plus folles les unes que les autres. Là, on bascule presque dans Satoshi Kon, en fait, on bascule presque dans Paprika, dans des images Ouais. absolument dingues, que je trouve assez géniales. Non, non, c'est exactement ça. C'est un peu une fenêtre dans la vision animiste et du coup un peu particulière que vont avoir les Japonais, ou qu'en tout cas la manière dont est représentée la culture japonaise, avec tous ces différents yokai qui vont vraiment être des esprits protecteurs, parfois qui vont être liés à des choses assez générales comme nous, on peut avoir des saints pour un corps de métier, mais eux, ça va être également pour un lieu. Parfois, beaucoup de temples vont avoir des divinités qui vont être propres à un lieu en particulier. C'est ça qui est intéressant, c'est aussi à travers tout ce fantastique-là, en fait, comprendre les sources qui vont vraiment être cette culture japonaise si spéciale et qui marche autant en France. Le film est pas sorti donc en 94 en France à cette époque-là. On avait finalement assez peu de Ghibli, hein. Beaucoup de Ghibli sont sortis a Mm. posteriori. Ouais. Et là maintenant, 30 ans plus tard, finalement, c'est vrai que c'est maintenant un folklore, donc puisqu'on appelle ça un folklore, qu'on saisit un peu plus, qu'on connaît un peu plus, qui nous paraît un peu plus familier et qui continue quand même à rester charmant et des paysans, quoi. Voilà. Il y a un moment où le monde s'étend, puisqu'on rencontre aussi des renards, et donc on se dit, ah, on n'est plus uniquement dans un monde où on va suivre peut-être une bête particulière, mais on rentre vraiment dans le folklore entier, où en fait, il y a aussi des esprits renards qui, eux, sont bien mieux adaptés parce que beaucoup plus puissants, et encore une fois, parce qu'ils sont capables, de manière encore plus qualitative que les tanuki, de se transformer aussi longtemps qu'ils le souhaitent en tant qu'humains, et de pouvoir, voilà, faire bon leur sang grâce à leur pouvoir. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, un peu comment d'un coup, la porte a été ouverte, et on a compris qu'on n'était plus juste sur une petite histoire, mais sur vraiment entrer dans un folklore entier avec des hiérarchies entre les différents êtres et les différentes divinités qu'on a rencontrées, quoi. Ouais. Je voudrais quand même rajouter aussi une mention sur la version française. Je tenais à défendre quand même la version française parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un film qu'on peut présenter à des enfants. Or, je pense que c'est difficile quand même pour des enfants d'entrer dans le film par la porte de la Bien VO sûr, sous-titrée, hein. Donc, je pense que dans ces cas-là, la version française se défend complètement. Et je trouve c'est que c'est clair. une excellente version française. C'est Mhm. Jean-Marc Panetier qui a fait l'adaptation et qui est vraiment l'un des spécialistes en France pour l'adaptation des films d'animation. Il a travaillé autant, bah, j'ai parlé du Peuple Loup tout à l'heure, c'était lui qui a fait le Peuple Loup. Il a travaillé avec Hartman, avec DreamWorks, avec plein de studios différents. Et en plus, il y a une très belle distribution, Guillaume Orsat, Perrette Pradier, Patrick Florsheim, voilà, plein de grandes voix. Je sais pas si toi tu l'as écouté en français. La première fois que je l'ai vu, je l'avais écouté en français, oui, et je trouve que de manière générale, après, peut-être qu'il y a aussi le filtre un peu ancien, ou un peu comme les films Disney, c'est un peu les seuls films que je peux me permettre, les anciens, de regarder en français, parce que ça ne me choque pas. Mais je sais que, pour le coup, l'animation, quand même, se prête beaucoup plus au doublage, je trouve, en tout cas personnellement. Et celle-ci était vraiment de qualité, ouais. Je me souviens qu'elle avait bien su retranscrire, que ce soit les côtés un peu plus graves, tant que les côtés un peu plus potages du début. Ouais. L'apprentissage de la métamorphose nécessite une très grande aptitude à la concentration mentale, car il s'agit en premier lieu de modifier votre structure moléculaire à la vitesse de la pensée. La métamorphose partielle, ou l'art du camouflage, tel que changer de couleur, est pratiqué par le caméléon, par exemple. Mais l'art véritable n'est parfaitement maîtrisé que par les renards, les tanuki et par certains félins. Hé, Bonza! Le fait d'avoir pu changer d'aspect aussi rapidement démontre qu'à ton insu, tu as appris quelques rudiments. Enfin, t'as pigé les bases. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!